Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. L'isolation sous toiture entre chevrons, on vous dit tout. Dans cette vidéo, je vais expliquer de façon claire et complète comment fonctionne cette technique, dans quel cas elle est adaptée, quels matériaux choisir, quelles erreurs peuvent ruiner complètement le résultat, et surtout comment obtenir une toiture vraiment performante en hiver comme en été. Et je préfère le dire tout de suite, beaucoup de combles paraissent correctement isolés à première vue, alors qu'en réalité, ils cumulent des défauts invisibles qui entraînent perte de chaleur, inconfort, humidité et parfois dégradation de la charpente. Si on comprend bien le rôle de chaque couche et la logique de pose, on évite ces pièges et on fait les bons choix dès le départ. Quand je parle d'isolation sous toiture entre chevrons, je parle d'une technique qui consiste à placer l'isolant dans l'épaisseur de la charpente, entre les pièces de bois inclinées que sont les chevrons. C'est une solution très courante quand on aménage des combles ou quand on veut conserver un maximum de volume habitable sous la pente du toit. Elle est intéressante parce qu'elle permet d'utiliser l'espace existant, mais elle demande de la précision. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il ne suffit pas de bourrer un isolant entre deux chevrons pour obtenir une bonne performance. Le vrai sujet, c'est la continuité de l'isolation, la gestion de la vapeur d'eau, l'étanchéité à l'air, la ventilation de la toiture et la compatibilité avec la couverture existante. La première chose à comprendre, c'est pourquoi le toit est une zone aussi stratégique. Dans une maison mal isolée, les déperditions thermiques par la toiture sont souvent parmi les plus importantes. L'air chaud monte naturellement, et si le toit est peu ou mal isolé, on chauffe litement l'extérieur. En hiver, cela se traduit par des factures plus élevées et une sensation de parois froides. En été, un toit mal conçu laisse entrer la chaleur et transforme les combles en fournaise. Donc, isoler sous toiture, ce n'est pas juste un confort supplémentaire, c'est un poste majeur de performance énergétique. Mais avant même de parler matériaux ou épaisseur, je dois rappeler un principe fondamental. On n'isole jamais correctement une toiture sans vérifier d'abord son état. Si la couverture présente des infiltrations, si des tuiles sont déplacées, si un écran sous toiture est absent ou dégradé, si la charpente a subi des attaques d'insectes ou d'humidité, il faut traiter ces problèmes en amont. Une isolation posée sur une base défectueuse ne compensera rien. Pire, elle peut masquer les symptômes pendant un temps, puis amplifier les dégâts en retenant l'humidité là où elle ne devrait pas rester. Ensuite, il faut bien visualiser les différentes couches d'une toiture. À l'extérieur, on a la couverture, par exemple des tuiles, des ardoises ou un autre matériau. Sous cette couverture, on peut avoir un écran de sous-toiture qui protège contre les entrées d'eau accidentelles, la neige poudreuse ou le vent, tout en participant selon son type à la gestion de la vapeur. Plus à l'intérieur, on trouve les chevrons et la charpente. L'isolant vient se loger entre ces chevrons. Et côté intérieur, on met en place en général une membrane qui joue un rôle crucial, souvent un pare-vapeur ou une membrane d'étanchéité à l'air adapté. Enfin, on vient avec le parement intérieur, comme des plaques de plâtre. Si une seule de ces couches est mal pensée, l'ensemble peut perdre en efficacité. L'un des points les plus mal compris concerne justement la vapeur d'eau. À l'intérieur d'un logement, l'air contient de l'humidité, produite par la respiration, la cuisine, les douches, le linge, la vie quotidienne. Cette vapeur cherche naturellement à migrer vers les zones plus froides. Si elle traverse l'isolant et rencontre une surface où elle condense, de l'eau liquide peut apparaître dans la toiture. Et là commencent les problèmes, isolant qui perd ses performances, moisissures, bois qui reste humide, odeur, détérioration progressive. C'est pour cette raison que la membrane, côté intérieur, n'est pas un détail accessoire. Elle est essentielle. Elle doit être choisie et posée avec soin, de manière continue, avec traitement des raccords, des percements et des jonctions. Je vois souvent une confusion entre pare-vapeur et étanchéité à l'air. Les deux sont liés, mais ce n'est pas exactement la même chose. Le pare-vapeur sert à limiter le passage de la vapeur d'eau depuis l'intérieur vers la paroi. L'étanchéité à l'air, elle, sert à empêcher les fuites d'air parasites à travers l'enveloppe.
Or, ces fuites d'air transportent énormément d'humidité et dégradent très vite les performances d'un isolant. Une toiture peut avoir un isolant théoriquement performant sur le papier, mais si l'air passe partout autour des lais, des gaines, des spots ou des raccords, l'efficacité réelle chute fortement. C'est pour ça que la qualité de pose compte presque autant que le choix du matériau. Parlons maintenant des matériaux. Entre chevrons, on peut utiliser plusieurs familles d'isolants. Les laines minérales, comme la laine de verre ou la laine de roche, sont très répandues. Elles offrent un bon rapport performance-prix, une pose assez connue des artisans, et existent en panneaux ou rouleaux adaptés à ce type d'application. Leur souplesse permet de bien épouser l'espace entre chevrons, à condition de ne pas les comprimer excessivement ni laisser de jour sur les bords. Il existe aussi des isolants biosourcés, comme la fibre de bois, la laine de bois, le chanvre, le lin, la ouate de cellulose sous certaines formes adaptées, qui séduisent pour leur comportement hygrothermique, leur confort d'été et leur approche plus écologique. On peut également trouver des mousses synthétiques rigides dans certains montages, mais entre chevrons, les solutions semi-rigides ou souples sont souvent plus simples à adapter à la réalité du chantier. Le choix ne doit pas se faire uniquement sur la conductivité thermique affichée. Bien sûr, le lambda est important, puisqu'il indique la capacité du matériau à freiner les transferts de chaleur. Plus il est faible, plus l'isolant est performant à épaisseur égale. Mais dans une toiture, il faut aussi regarder le comportement à l'humidité, la densité, le déphasage thermique pour le confort d'été, la facilité de découpe et de mise en œuvre, la tenue dans le temps, la réaction au feu et la compatibilité avec le système complet. Un isolant excellent en laboratoire peut donner un mauvais résultat si sa pose est difficile ou si le support n'est pas régulier. La question de l'épaisseur est évidemment centrale. Beaucoup de gens veulent savoir combien de centimètres il faut mettre entre chevrons. La vérité, c'est que cela dépend des objectifs de performance, de la région climatique, du type de toiture et de l'espace disponible. Le problème fréquent, c'est que l'épaisseur des chevrons ne suffit pas à elle seule pour atteindre le niveau de performance souhaité aujourd'hui. Si les chevrons font 16 ou 18 cm, on peut remplir l'espace, mais cela ne signifie pas forcément qu'on obtient la résistance thermique la plus ambitieuse. C'est pour cela qu'une isolation entre chevrons est souvent complétée par une seconde couche croisée sous chevron. Cette deuxième couche permet de limiter les ponts thermiques liés au bois de charpente et d'augmenter la performance globale. Et justement, les ponts thermiques sont un autre point trop souvent négligé. Le bois est moins conducteur que le métal, certes, mais il reste plus conducteur qu'un isolant. Donc si l'on place l'isolant uniquement entre les chevrons, chaque chevron constitue une zone où la résistance thermique est plus faible. À l'échelle de toute la toiture, cela finit par compter. La couche complémentaire en dessous permet de recouvrir ces zones et d'améliorer l'homogénéité de l'enveloppe. C'est souvent ce qui fait la différence entre une isolation moyenne et une isolation vraiment cohérente. Il faut aussi parler de la ventilation sous couverture, car c'est un sujet qui conditionne la durabilité du système. Selon la présence ou non d'un écran de sous-toiture et selon le type d'écran, la lame d'air aménagée n'est pas la même. Si l'écran est hautement perméable à la vapeur, la conception n'est pas identique à celle d'une toiture ancienne sans écran ou avec un écran non respirant. Dans certains cas, il faut impérativement conserver une lame d'air ventilée entre l'isolant et la sous-face de la couverture ou de l'écran. Dans d'autres, l'isolant peut venir au contact d'un écran adapté. C'est là qu'il ne faut surtout pas improviser. Une erreur de conception peut bloquer l'humidité ou empêcher la toiture de sécher correctement. Et une toiture doit toujours pouvoir gérer l'eau, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'elle résulte d'une migration de vapeur depuis l'intérieur. Dans une maison ancienne, la prudence est encore plus importante. Les toitures anciennes n'ont pas forcément été conçues avec les mêmes principes qu'aujourd'hui. La charpente peut être irrégulière, la couverture peut ne pas comporter d'écran, les bois peuvent présenter des écarts de section et la ventilation naturelle existante peut jouer un rôle qu'il ne faut pas perturber sans réflexion. Isoler une vieille toiture, comme on isolerait une toiture neuve, est une erreur fréquente. Il faut adapter la stratégie au bâti existant. Parfois, cela demande un diagnostic plus poussé, justement pour éviter de créer des pathologies après travaux.
Sur le plan pratique, la pose entre chevrons exige de la précision dans les découpes. L'isolant doit tenir correctement entre les bois sans laisser d'interstices. Si les panneaux ou rouleaux sont trop étroits, l'air circule sur les côtés et la performance chute. S'ils sont trop comprimés, on altère leur structure et donc leur efficacité. Il faut trouver le bon ajustement. Sur une charpente parfaitement régulière, c'est relativement simple. Sur une charpente ancienne, chaque travée peut demander une adaptation. C'est plus long, mais c'est le prix d'un travail sérieux. Quand l'isolant est posé, la membrane intérieure doit être mise en œuvre comme une véritable peau continue. Cela signifie des recouvrements correctement réalisés, des adhésifs compatibles, des raccords soignés sur les murs périphériques, les pannes, les fenêtres de toit, les conduits, les gaines électriques et tous les points singuliers. Le danger, ce sont les petits défauts qu'on ne voit plus une fois le parement posé. Une membrane percée à répétition, mal collée ou interrompue à certains endroits n'assure plus son rôle. C'est souvent là que se créent les désordres invisibles qui apparaîtront plus tard. Je veux aussi insister sur un point qui concerne l'électricité et les équipements intégrés. Beaucoup aiment encastrer des spots dans les rampants ou faire passer des réseaux dans l'épaisseur de l'isolation sans réflexion d'ensemble. Or, chaque percement de membrane est un point faible potentiel. Chaque élément chauffant ou mal ventilé dans l'isolant peut poser problème. L'idéal est de prévoir une lame technique côté intérieur, c'est-à-dire un espace entre la membrane et le parement, pour faire passer les réseaux sans percer partout l'étanchéité à l'air. Cette précaution améliore beaucoup la qualité finale. En été, le comportement de la toiture est tout aussi important qu'en hiver. On parle souvent seulement des économies de chauffage, mais les combles souffrent énormément des surchauffes estivales. Une bonne isolation sous toiture doit donc aussi ralentir l'entrée de la chaleur. Ici, la densité et la capacité thermique de certains matériaux peuvent jouer favorablement, mais il ne faut pas tout attendre de l'isolant seul. Le confort d'été dépend aussi de la couleur et de la nature de la couverture, de la ventilation nocturne, de la protection solaire des ouvertures, de l'étanchéité à l'air et de l'inertie globale du bâtiment. L'isolation entre chevrons est une pièce du puzzle, pas le seul levier. Autre question fréquente, peut-on faire une isolation entre chevrons sans refaire la toiture? Oui, dans de nombreux cas, c'est justement l'intérêt de cette solution, puisqu'on intervient depuis l'intérieur. Mais cela ne veut pas dire que toutes les toitures s'y prêtent dans de bonnes conditions. Si la couverture est en fin de vie, si l'absence d'écran de sous-toiture pose un risque particulier, si la hauteur disponible est limitée, ou si l'objectif de performance est très élevé, il faut se demander si une intervention plus globale n'est pas plus pertinente. Il existe aussi l'isolation par l'extérieur, au-dessus des chevrons, qui offre d'excellents résultats en supprimant davantage de ponts thermiques, mais elle implique généralement de déposer la couverture. Le choix dépend donc du budget, de l'état du toit, des contraintes techniques et du projet de rénovation. Je sais que beaucoup veulent comparer les coûts. Le prix d'une isolation sous toiture entre chevrons varie énormément selon le matériau, l'épaisseur, la nécessité d'une seconde couche, la complexité de la charpente, la qualité des membranes, les finitions intérieures et la main-d'œuvre. Une toiture simple, avec accès facile et charpente régulière, coûtera moins cher qu'un rampant compliqué avec nous, fenêtres de toit, nombreuses pénétrations et reprises de structure. Il faut raisonner en coût global et pas seulement en prix au mètre carré d'isolant. Une membrane de qualité mal posée ou un isolant moins cher qui demande des reprises à cause d'un mauvais comportement à long terme peut finalement coûter plus. Il faut également penser à la perte de hauteur intérieure. Quand on ajoute une couche sous chevron, puis une structure de support et un parement, on réduit légèrement le volume habitable. Dans certaines configurations, ce n'est pas gênant. Dans d'autres, notamment sous pente faible, cela peut devenir sensible. Il faut donc anticiper l'impact sur l'espace, l'implantation des meubles, les ouvertures et la sensation générale dans la pièce. Un autre point capital concerne l'humidité ambiante du logement. Une isolation de toiture performante suppose aussi une ventilation intérieure efficace. Si la maison est très étanche après travaux mais mal ventilée, l'humidité produite à l'intérieur va s'accumuler.
Même avec une bonne membrane, on crée alors un environnement moins sain, avec condensation possible sur les points froids résiduels et inconfort. L'isolation ne doit jamais être pensée isolément du renouvellement d'air. Une ventilation adaptée est indispensable pour évacuer l'humidité et maintenir une bonne qualité de l'air intérieur. Je veux maintenant revenir sur les erreurs les plus fréquentes, parce que ce sont elles qui font échouer beaucoup de projets. La première, c'est de négliger l'état de la toiture existante et de poser l'isolant sur un support déjà problématique. La deuxième, c'est d'ignorer la question de la ventilation sous couverture. La troisième, très courante, c'est de croire qu'un isolant épais compensera une mauvaise étanchéité à l'air. Ce n'est pas vrai. La quatrième, c'est de laisser des vides, des fentes, des compressions ou des raccords approximatifs au niveau de l'isolant. La cinquième, c'est de mal gérer les membranes, soit en les choisissant sans cohérence avec la paroi, soit en les perçant ou en les raccordant n'importe comment. La sixième, c'est d'oublier les ponts thermiques des chevrons. Et la septième, c'est de penser uniquement au froid hivernal sans intégrer le confort d'été ni la gestion globale de l'humidité. Quand le chantier est bien conçu, les bénéfices sont pourtant très concrets. On ressent rapidement une température intérieure plus stable, moins de sensation de parois froides, un meilleur confort acoustique dans bien des cas, une réduction des besoins de chauffage et souvent un meilleur confort en période chaude. Dans des combles aménagés, cela change complètement l'usage des pièces. Une chambre sous pente ou un bureau dans les combles peut passer d'un espace difficile à vivre à une vraie pièce confortable toute l'année. Je précise aussi que le rendu final dépend beaucoup de la continuité de l'isolation avec les autres parois. Isoler très bien la toiture, tout en laissant des murs, des pignons, des trappes d'accès ou des menuiseries traitées de façon médiocre, limite le gain global. La rénovation énergétique fonctionne toujours mieux quand on raisonne de manière cohérente. La toiture est prioritaire, oui, mais elle ne vit pas seule. Les raccords entre toiture et murs sont particulièrement importants pour éviter les fuites d'air et les ponts thermiques en périphérie. Dans certains cas, on me demande si l'on peut laisser une ancienne isolation en place et compléter entre chevrons. La réponse dépend de son état, de sa nature, de la présence éventuelle d'humidité, de tassement ou de moisissure et de la logique hygrothermique de l'ensemble. Superposer sans analyse peut être une mauvaise idée si l'on piège l'humidité entre plusieurs couches ou si l'on complique le séchage de la toiture. Parfois, il vaut mieux déposer l'existant pour repartir sur une composition claire, maîtrisée et durable. Il faut aussi garder en tête que toutes les laines ou tous les panneaux ne se valent pas en tenue mécanique. Entre chevrons, surtout sur une longue durée, il faut un produit adapté à la pose en rampant, capable de rester en place sans se tasser de façon excessive. Sur des entraxes irréguliers, sur des pentes marquées ou dans des zones difficiles d'accès, ce critère est essentiel. Une isolation qui glisse, qui se déforme ou qui crée des vides au fil du temps perd très vite de son intérêt. La qualité de finition intérieure joue aussi un rôle indirect. Un parement bien posé, avec une structure adaptée, protège la membrane et l'isolant, tout en permettant un rendu propre. Mais si la structure métallique ou bois est installée sans réflexion, on peut multiplier les traversées de membrane ou créer des zones complexes à traiter. Là encore, tout repose sur la préparation. Une bonne isolation, ce n'est pas seulement acheter un bon produit, c'est organiser un système complet où chaque étape est cohérente. Je trouve important de rappeler qu'une toiture isolée doit rester inspectable autant que possible sur les points sensibles. Les raccords autour des fenêtres de toit, des cheminées, des conduits et des changements de pente sont des zones qui méritent une vigilance particulière. Ce sont souvent les endroits où apparaissent d'abord les défauts d'étanchéité ou d'humidité. Si tout est fait soigneusement, il n'y a pas de raison d'avoir des désordres, mais ce sont clairement les points à ne pas traiter à la légère. Enfin, si je devais résumer l'esprit d'une bonne isolation sous toiture entre chevrons, je dirais qu'il faut raisonner en performance réelle et durable, pas en solution rapide. Il faut vérifier la toiture, comprendre la composition existante, choisir un isolant adapté, prévoir la bonne épaisseur, limiter les ponts thermiques, traiter sérieusement l'étanchéité à l'air, gérer correctement la vapeur d'eau, respecter les besoins de ventilation sous couverture et soigner chaque détail de pose. C'est cette chaîne complète qui fait le résultat, pas un seul produit miracle.
Si on fait les choses correctement, cette technique est une excellente solution pour améliorer fortement le confort et l'efficacité énergétique d'un logement, surtout quand on veut aménager ou valoriser les combles. Mais si on la simplifie à l'excès, on s'expose à des erreurs coûteuses et parfois invisibles pendant des mois avant que les problèmes n'apparaissent. C'est pour cela que je tenais à tout détailler dans cette vidéo, pour que l'isolation sous toiture entre chevrons ne soit plus perçue comme un simple remplissage entre deux morceaux de bois, mais comme un vrai système constructif qui demande méthode, logique et précision. Et c'est précisément en comprenant cette logique qu'on peut faire des choix durables, éviter les pathologies et obtenir une toiture qui protège vraiment la maison, en toute saison.